marche. Salut à tous en tout cas. Salut Vivien et Barbara. Du coup, on va commencer, assez facilement. Déjà, je vais me présenter un peu. Je suis Mehdi, je suis, lead dev du coup, dans les communautés métiers. J'ai pu, réaliser du coup, enfin, je suis en mission à la Matmut actuellement. J'ai pu travailler du coup pas mal, avec eux pour avoir cette vision sur les microservices et tout. Et le but, du coup, ce soir, ça va être de partager un peu, ma vision des choses. Il y a pas mal, j'ai peut-être partagé un peu aussi, aux gens de la Matmut, du coup, la conférence un peu. Donc, il y a peut-être des points qu'ils vont voir qui vont ressembler un peu à ce qu'il y a à la Matmut. Salut Maxime. Donc on va aller commencer tout de suite. On va voir du coup plusieurs choses. On va voir le processus que j'ai moi dans ma tête quand je crée et que je crée des projets ou que j'ai des projets personnels et tout. On va voir les limites, les concessions, les choix que je fais pour à chaque fois, mes projets. Parce que du coup, c'est un truc qui est assez important. Avant de réaliser les projets, il faut forcément avoir une vision, globale sur est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc on va voir comment est-ce que je fais ces choix-là. Pardon. On va voir le socle technique sur, comment est-ce que l'architecture du projet est fait, l'architecture du serveur, comment tout se goupille et ensuite une démonstration et enfin la conclusion. Donc je vais commencer tout de suite avec le processus de création de projet. Il va se passer du coup 7 grandes étapes, on va dire, dans ma tête et tout ça se fait à peu près en même pas, 10-15 minutes, voire, 1 heure, ça dépend. Bon, ça peut prendre plus de temps selon la complexité. Tout d'abord, je vais réfléchir sur le besoin. Est-ce que vraiment j'ai besoin de développer une application ou, un logiciel? Ensuite, on va passer sur la visualisation mentale. Comment est-ce que ça va interagir entre le front, le back et cetera? Pour faire simple, le front, ça va être, pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, je vais vulgariser le plus possible. Le front, ça va être tout ce qui est visuel sur le site. Donc, par exemple, vous voyez un bouton sur la page, ça va être du coup du front. Quand vous allez cliquer sur le bouton, qu'est-ce que ça fait derrière? Vous le voyez pas forcément, mais tout ça, c'est du back. Enfin, il y a du front aussi, mais c'est, globalement du back pour toutes les actions qui sont faites, côté serveur. Du coup, cette partie-là, je vais visualiser comment tout va se goupiller dans le projet, puisque du coup, j'ai une bonne, méthodologie sur la création du logiciel et autres. Ensuite, on va estimer le temps, du moins je vais estimer le temps que ça prend, par exemple, selon la complexité et autres, plus il y a d'interactions du coup entre l'application, le front et le back, plus ça va être complexe, plus ça va prendre du temps, plus ça va demander de la logique. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que c'est, les motivations que je vais avoir, pour ce projet-là? Est-ce que ça va me donner de l'argent? Est-ce que ça va me donner du challenge? Enfin, c'est un peu les 2. Genre, il va y avoir un ratio un peu entre les 2 et même d'autres points, genre, par exemple, est-ce que j'ai déjà fait ce genre de système? Est-ce que ça me motive vraiment? Du coup, c'est un peu ça. Les pour et le contre, donc peut-être qu'il y a des points plus positifs que d'autres. D'autres, du coup, est-ce que ça va me prendre 5 ans pour faire un truc, du coup, est-ce que ça me vaut vraiment le coup de le faire? Enfin, voilà, c'est un peu ça. Et ensuite, on va conclure un peu, enfin, je vais conclure sur, est-ce que je le fais ou pas? Ça peut rester une idée qui reste dans ma tête pendant des mois comme, par exemple, je le fais au final, quoi. Hem Et donc ensuite, le cas concret, c'est, mon projet que j'ai fait. Donc on va voir un peu tout ça. Bon là, c'est un peu petit du coup, pour le texte, mais pour faire simple, du coup, la réflexion du besoin, c'était, j'ai envie de créer plusieurs projets dans mon avenir. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de développer, du coup, un socle de microservices ou pas? Donc potentiellement oui. La visualisation du projet. Donc pour l'instant, j'ai commencé avec un petit gateway, du coup, je vais vous le montrer juste après. Et ensuite, l'estimation de temps, c'est, ça prend quand même pas mal de temps de faire un petit socle, plus que si on faisait du monolithique. On va voir après ce que c'est. Est-ce que ça vaut le coup du coup? J'en pense que oui, parce que, en faisant les pour et les contre, j'avais beaucoup d'envie sur les challenges, principalement, hem, les challenges, du coup de réaliser un microservice en étant seul, par exemple, d'avoir, un socle réutilisable pour mes futurs projets et montrer vraiment un domaine professionnel, ce que je prends du professionnel de la Matmut, par exemple et prendre les meilleurs points et du coup en faire un à titre personnel et du coup la conclusion, c'est, un gros, go parce que j'étais vraiment motivé à le faire et du coup, c'est ce qu'on va voir après. Niveau limites, concessions et choix. On va commencer déjà par voir ce que c'est une application monolithique. Un serveur du coup, monolithique, enfin du moins une application monolithique, ça va être une application qui est unique. Donc admettons, on va avoir un front, un back et du coup tout est lié dans le même projet. Donc admettons,
je réalise, je sais pas moi, un chat en ligne comme, je sais pas, Slack admettons. Bah, dans Slack, si jamais je le fais en monolithique, bah, du coup, il y aurait un gros serveur du coup qui tourne pour faire tourner toute l'application. Et du coup, bah, il y a des contraintes qui se vont se poser. Par exemple, si j'ai beaucoup de charges sur le serveur, bah, du coup, ça va coûter beaucoup plus cher d'avoir un serveur beaucoup plus puissant, puisqu'on va demander beaucoup plus de charges sur toute l'application globale et pas sur des points spécifiques. Le plus simple, enfin, du coup, c'est plus simple à développer. Il y a pas de latence réseau du coup, puisqu'il y a pas de communication inter-services ou des choses comme ça. Mais après pour scaler, du coup, c'est là où c'est un peu problématique, bah, si on a beaucoup, beaucoup de monde sur le projet ou si on veut réutiliser, bah, du coup, on va dupliquer la logique entière. Sur la partie architecture microservices, le but, c'est de découper en plusieurs étapes le projet. Donc, admettons, je fais toujours une idée, je fais Slack. L'idée, c'est de pouvoir découper chaque action du serveur. Donc, admettons, euh, je veux une authentification. Bah, je ne vais pas mettre l'authentification sur le serveur le back-end du coup, de Slack. Je vais faire du coup une architecture microservice et je vais découper chaque action. Donc, par exemple, l'authentification, je vais avoir une partie du coup pour les utilisateurs et tout va être découpé petit à petit. Les avantages, c'est que par exemple, si je vois qu'il y a beaucoup de charges au niveau du logger, par exemple, le logger, ça va être quelque chose qui va loguer tout ce qui va se passer. Donc, c'est pour avoir un historique de tout ce qui se passe sur l'application. Admettons, il y a eu des erreurs, il y a des informations à prendre, il y a des logiques que je dois analyser il y a des erreurs. Bah, l'idée, c'est que ça passe par le logger et je peux avoir un visuel sur tout ça. Donc, si admettons côté logger, je vois qu'il y a beaucoup de charges et que, bah, ça ne tient pas vraiment le coup, à ce moment-là, je peux demander, bah, du coup à augmenter le serveur sur, uniquement cette partie-là et pas impacter les autres parce que ça n'impacte pas, du tout vraiment la charge. Les inconvénients, bah, du coup, on va avoir beaucoup de complexité d'infrastructure parce qu'il faut héberger plusieurs applications différentes. Il faut que ça puisse communiquer entre les applications et bah, du coup après, ça dépend aussi de l'architecture qu'on va mettre en place aussi. Du coup, mon choix, ça a été de faire du coup un socle de microservices, simplement pour pouvoir, par exemple, si j'ai un projet personnel, bah, de développer, du coup, bah, ce projet-là à partir de ce socle, en fait. Admettons, je vais avoir le gateway, je vais avoir un logger, je vais avoir un scheduler aussi. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Mais en gros, ça me permettrait de réutiliser ces applications-là, du coup, dans tous mes projets. Donc, si je dois refaire une authentification, bah, j'ai pas besoin de redévelopper une nouvelle authentification. J'ai juste à développer la logique métier et du coup, développer, bah, le projet, quoi. Côté socle technique, je vais juste donner un petit peu de base sur les JWT, JWKS. Hem, alors on va commencer par les JWT. Quand on fait, du coup des sessions, utilisateurs, en général, on utilise des, JWT, donc c'est des JSON Web Token. L'idée, c'est que quand on va stocker du coup des informations de l'utilisateur dans le JWT et du coup dedans, on va pouvoir, obtenir du coup, l'utilisateur, l'idée de l'utilisateur, les et cetera. Mais pour vérifier que cet élément-là est vrai, il faut signer du coup cet élément, genre avec, le serveur va avoir une clé privée. C'est un mot de passe en gros, c'est comme si, chaque, microservice a un mot de passe et ce mot de passe-là va servir à authentifier ce token-là. Et côté front, du coup, on va automatiquement récupérer ce token-là et le valider par le back-end. L'inconvénient là-dessus, c'est que si, admettons, je veux faire un JWT, donc il y a une clé privée, un mot de passe, bah, chaque serveur doit potentiellement valider ce token-là. Ce qui est problématique parce que ça veut dire que tous les serveurs, enfin tous les microservices devront avoir ce mot de passe-là, du coup, dans chaque environnement, ce qui n'est pas du tout idéal. Donc, c'est simple à mettre en place, mais bah, du coup, c'est sur le long terme, c'est pas du tout viable en termes de sécurité et même, bah, du coup, ça démultiplie aussi, bah, la logique. Donc, vraiment, le but du microservice, c'est d'éviter ces démultiplications-là. Donc, je vais passer, sur la partie JWKS, c'est ce que j'ai utilisé. L'idée, c'est que c'est comme un JWT, sauf que c'est signé asymétriquement. L'idée, c'est simple, c'est qu'on ait une clé publique une clé publique, pardon, et une clé privée. La clé publique est générée par la clé privée et donc tous les services
vont pouvoir du coup authentifier ce token-là sans appeler du coup le CS qui va lui, heu, bah, va valider enfin créer les tokens en question. Donc admettons le BS lui va se connecter, donc le BS ça va être, un microservice. Lui va pouvoir s'authentifier auprès du CS qui lui aussi est un microservice qui lui authentifie vraiment, côté base de données. On va voir après du coup à quoi ça correspond. Hem Donc il va demander sa clé, son token et tout et donc le BS lui va pouvoir valider le token à distance sans faire d'appel au CS. Donc ça permet de valider du coup avec une clé publique qu'il va récupérer à distance, sans problème. Donc il y a pas de problème de mot de passe, du coup hébergé dans l'environnement. Tout est fait à distance. Il y a pas besoin de, bah, enfin il y a plus vraiment de problématiques, liées aux environnements en fin de compte. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas enfin ouais, en parallèle, je pourrais y répondre, aussi à la fin, il y aura pas de souci. Donc je vais passer à la suite. Côté, architecture, donc là pour l'instant, ça c'est l'architecture que j'ai actuellement. Donc on a du coup un CS Gateway Core, un BS Gateway Core et un FIA Internal Tools. Le FIA du coup ça va correspondre au front. Je vais vous montrer juste après à quoi ça correspond. Ensuite le BS Gateway Core, ça doit être du coup l'interface entre le FIA et le CS. En fait, le BS, lui, va communiquer enfin, va demander les informations au CS. Comme ça, le CS, lui, n'est pas, affiché publiquement dans le réseau. Donc, par exemple, le FIA ne pourra jamais appeler un CS directement, ce qui est plutôt bon parce que, toute la logique, interne est dans le CS et le BS, lui, récupère uniquement les informations dont il a besoin et donc avec ses droits aussi, qu'on verra après. En gros, ton app est une combinaison de microservices génériques réutilisables et de microservices métiers. Alors, c'est pas vraiment ça. L'idée, c'est de pouvoir, c'est un socle qui va servir du coup pour les projets, oui, on va dire c'est générique réutilisable, mais c'est plus générique que réutilisable. L'idée, c'est que je l'héberge sur mon serveur de prod, admettons, et je peux l'utiliser sur tous mes projets différents. Donc je vais pouvoir, vous montrer après du coup à quoi ça correspond, mais c'est bien plus, complexe que ça, enfin moins complexe, on va dire. En fait, c'est le but, c'est de l'utiliser dans de multiples, environnements et bah, un peu comme, ferait, du coup Keycloak ou autre chose, mais un peu plus spécifique. Ton JWTS est une surcouche de sécurité pour signer ton token JWT que tu transmets à ton service. L'idée du JWKS, c'est de, en fait, je vais montrer plutôt dans le BS, au final, enfin, je le montrerai tout à l'heure dans la démonstration, ce sera plus simple. Hem et pour le mutualiser, oui, c'est un peu ça, oui, effectivement. Donc l'idée, c'est qu'on ait un keycloak qui est présent aussi. Donc le keycloak, ça va être uniquement utilisé pour la partie utilisateur. Je vais vous montrer aussi après enfin, comment ça se copie et tout, mais à quoi ça ressemble. Mais dans l'idée, c'est que le keycloak, ça va servir aux utilisateurs de se connecter. Genre, par exemple, si c'est, un utilisateur interne qui aura accès côté dev, bah, du coup, il aura des accès que les utilisateurs publics n'auront pas. Le BS, du coup, aura ses droits pour accéder au CS. Le CS aussi a ses droits pour accéder au CS, mais ça, je vais vous montrer aussi après. Le FIA, du coup, va contacter le PS et puis, le CS, du coup, a accès au PostgreSQL. Là, c'est l'architecture de base, mais du coup, il y a quand même d'autres choses encore en plus parce il y a des trucs en plus côté serveur. Donc, il y a un VPN qui tourne pour la partie dev. Donc là, l'idée, c'est que, le BS du coup enfin, en gros, tout l'environnement est côté dev, donc au final, il faut vraiment avoir un VPN pour se connecter. Autrement, bah, c'est un peu compliqué d'y accéder, bah, enfin, ouais, je préfère pas, donner l'accès à n'importe qui puisque c'est principalement du dev et des éléments très privés, ces trucs-là. C'est pas des trucs qui s'exposent à n'importe qui. Hem Donc, pour la démonstration, c'est le moment. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Alors, soyez pas choqués si je tourne un peu la tête, c'est que j'ai des écrans au-dessus de moi. Donc, pour faire simple, sur ce partage-là, on va avoir du coup le Keycloak qui est présent ici et le FIA qui est là. Je vais avoir aussi un nugget qui est présent en privé du coup pour héberger mes SDK privés. Et enfin, on va avoir du coup le CS Gateway Core qui se trouve ici, le BS qui se trouve là, et ensuite le FIA qui se trouve là en termes de code.
Hem, pour faire simple, la logique, c'est que le FIA va contacter du coup, directement, l'EBS qui est ici. Lui va avoir du coup, des SDK qui sont présents. Donc là, par exemple, il a un SDK du CS Gateway Core pour pouvoir contacter le Gateway Core. Comme ça, il n'a pas besoin de faire des requêtes API, à distance et tout. Tout est fourni directement côté CS. Donc là, si je le vois, il y a donc ça va être plusieurs couches différentes. Donc là, on peut le voir, il y a le corps pour accéder, du coup aux entités. Donc si je vais dessus, on va voir du coup les services et autres qui sont enfin, c'est les entités quoi, qui correspondent à ce qu'il y a dans la base de données. Et ensuite, il y a la partie SDK qui va permettre du coup à tous les clients, donc par exemple, le BS va pouvoir valider aussi les tokens JWT de chaque interservice et même des utilisateurs. Donc, pour cette partie-là, ça va se passer du coup, dans la partie token validator. Il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir déjà plusieurs, contextes différents. Donc il y a les external users, c'est les personnes publiques. Je vais quand même zoomer un peu parce qu'effectivement, c'est un peu petit. On va avoir les internal users, c'est les développeurs, par exemple, ou les gens qui vont travailler avec moi, par exemple, sur mes projets. Il va y avoir les services, c'est les échanges inter-services. Et selon les 3 cas, du coup, il va y avoir, différentes authentifications possibles. External user, ça doit utiliser un élément enfin un élément, spécifique, sur Keycloak. Je vais vous montrer, après, à quoi ça correspond. On va avoir l'internal user qui va servir du coup à, l'authentification des développeurs et justement les services inter-services et donc là, on peut voir du coup les différentes validations enfin qui sont présentes. Pour faire simple, je vais commencer par Keycloak. Keycloak, c'est quoi? C'est un système qui permet de s'authentifier facilement. Donc, par exemple, quand on arrive sur la partie FIA, ce qui est côté intranet, donc c'est pour éviter que tout le monde y accède, je passe par du coup, Keycloak. Donc à ce moment-là, il permet de mettre des logiques, genre, Google ou Discord ou enfin, en gros des providers différents. On peut en rajouter d'autres et en même temps, on peut avoir un compte, email, mot de passe et se connecter de cette manière. Hem et donc dessus, on peut le configurer. Voilà, je vais me reconnecter. Donc là, on peut le configurer du coup en sélectionnant, l'élément. Donc là, il y a que l'intranet parce que j'ai pas encore de FIE ou d'éléments publics. Hem et donc dans les clients, on va pouvoir voir l'internal SPA. Et on peut définir du coup les droits, genre par exemple les routes URL et cetera. Bon là, c'est du dev, donc forcément c'est du localhost et côté user, on peut en ajouter d'autres et du coup, ils pourront se connecter à l'interface et ça permet de gérer tout ce qui est credentials. On peut modifier le mot de passe, on peut demander à l'utilisateur de mettre à jour son mot de passe automatiquement. Tout ça est géré du coup, indépendamment sans avoir à redévelopper toute la partie authentification. Ensuite, côté CS. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur va se connecter et le CS va lui fournir du coup le SDK qui va être utilisé partout et donc admettons que là, c'est un internal user, l'idée c'est qu'il va corriger enfin il va vérifier que sur Keycloak, est-ce qu'il a le droit ou pas, donc il va pas faire un ça va être le même principe que l'authentification JWKS, c'est du JWKS au final. Je vais récupérer automatiquement du coup un token qui est côté, Keycloak. Donc c'est le token public et je pourrais directement auto-valider depuis, n'importe quel, service, est-ce que l'utilisateur est bien connecté et est-ce qu'il est valide? Donc il n'y a pas besoin d'avoir, des requêtes qui sont faites parce que, admettons, si chaque action doit être vérifiée sur le serveur, ça reste quand même tendu de pouvoir gérer tout ça. Donc pareil dans le token, on peut y mettre plusieurs éléments. Donc là, j'ai un petit outil pour permettre de lire les tokens, JWT. Donc là, si je prends ça et que je vais sur ce site-là, je peux par exemple voir l'intégralité du contenu. Donc là, Keycloak me renvoie du coup ce token-là. Ça, c'est le token du coup utilisateur. Ça s'appelle un JWT et justement, il y a une signature publique et c'est cette signature publique-là qu'on va vérifier côté serveur, donc dans n'importe quel service automatiquement. Donc il n'y a pas besoin de faire d'appel directement pour vérifier ça, parce que c'est la clé privée qui va générer cette clé-là et c'est impossible d'en générer une autre,
de générer, une signature comme ça, avec une autre clé privée. Du coup, dessus, on va pouvoir, voir l'algorithme de chiffrement. On va avoir du coup toutes les informations de l'utilisateur, par exemple l'email, le nom de famille, et cetera. Enfin, tout ce qui est, lié à l'utilisateur. Et pareil, du coup, il y a une date d'expiration pour, le token. Pour continuer, du coup, côté internal service, on va avoir la même chose, sauf que tout a été fait sur le CS. Donc en fait, le CS, c'est un peu comme si c'était une duplication de Keycloak, mais du coup, sur ma partie service, parce que je voulais avoir un truc vraiment très spécifique avec des droits aussi spécifiques, et une interface, que je voulais vraiment pour gérer tout ça. Pour vous montrer un peu l'interface, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de ça tout ça, mais je vous ai toujours rien montré. Tout d'abord, quand on arrive dans la page, on a un dashboard avec la liste des microservices. Donc si je retourne dans le dashboard, du coup, il y a les microservices, les permissions, les projets, les environnements. Et du coup, on peut gérer tout ça, pour chaque, microservice. Donc admettons que j'ai un nouveau service à ajouter. Bah, là, je peux taper le nom, l'URL, les versions et je peux mettre du coup le projet auquel c'est ou en ajouter d'autres du coup depuis la page projet. L'environnement, donc comme ça, je peux avoir une gestion vraiment du truc. Et les permissions, je vais vous montrer après comment ça fonctionne, mais en fait, on peut les ajouter soit manuellement, soit du coup côté application, c'est automatique et c'est mis à jour, dès qu'il se lance, en fait. Et donc là, on a, par exemple, est-ce que ce service-là aura accès, bah, par exemple, au CS Gateway Core pour accéder aux environnements? Est-ce qu'il pourra accéder aux permissions? Est-ce qu'il pourra accéder aux projets, aux services, et cetera? Et est-ce qu'il est actif aussi par la même occasion? Donc par exemple, si je prends le CS Gateway Core, lui, il aura accès forcément, bah, du coup, à tout ce qui est BS et tout ce qui est CS. Parce que potentiellement, il peut avoir le droit d'aller dans le BS pour l'appeler, pour lui dire: «Est-ce que ça va?» Enfin voilà, des choses comme ça. Cette partie BS, du coup, elle est gérée, donc au BS, au démarrage de l'application dans le programme.cs et du .NET. On doit donner du coup, l'authentification de l'utilisateur. En fait, c'est comme si c'était un utilisateur. Chaque microservice est un utilisateur et on peut lui donner du coup le service ID, le base URL, le client ID, client secret qui va permettre de se connecter, la version actuelle, comme ça se met à jour automatiquement au démarrage. Oui, c'est un outil que j'ai développé moi-même du coup pour Internal Tools. Sur les permission types, du coup, il y a les permissions qu'on va définir, donc là-dessus, et c'est là où justement au démarrage, il va automatiquement publier ces permissions nécessaires et qui vont permettre du coup de déployer, bah, sur le site, FI Internal Tools. Du coup, on pourra les récupérer et mettre, bah, est-ce que tel truc a le droit ou pas? Et donc voilà, c'était ça un peu le but. Et donc, après il y a le token. Enfin, par exemple, on peut choisir, quel type d'authentification c'est. Si c'est, du coup, si c'est, un utilisateur, si c'est un internal user, et cetera. Après, j'ai un permettre pardon, dans les, dans le démarrage pour dire est-ce que les permissions doivent être validées ou non? Parce que du coup, côté dev, c'est un peu compliqué si à chaque fois on doit faire des vérifications. Sachant que si on doit héberger, bah, en local le projet et qu'il y a aucune base de données, bah, forcément il y a pas de ligne de microservices et ni de droits. Donc ça va permettre du coup de dire, bah, en dev: «Merci, mais je veux pas être bloqué par les permissions». C'est à peu près tout pour le BS, et c'est pareil du coup côté CS. En fait, le CS, lui, se considère comme un microservice et bah, du coup, il va s'authentifier aussi de son côté. Donc là, on peut voir un peu plus grand ici. Il va faire exactement la même chose, même s'il s'appelle lui-même, en fait. Au démarrage, il va s'appeler lui-même, il va dire: «Bonjour, je suis, le CS et je me connecte avec toutes ces informations-là. Peux-tu me rajouter les permissions?» et tout ça. Donc comme ça, il y a pas de conditions spécifiques puisque c'est un CS, c'est quand même un microservice et il doit quand même s'authentifier. L'objectif derrière tout ça, c'est que, bah, chaque, projet, par exemple, là, j'ai mis Tiny Core, mais l'idée, c'est que, ce core-là va servir, du coup, à être réutilisé dans tous les projets. Donc je pourrais, par exemple, soit dupliquer une logique, soit, bah, du coup, le mettre dans un nouveau projet. Enfin, voilà, je pourrais faire un peu ce que je veux dessus. Je peux gérer toutes les permissions si nécessaire. Je peux voir les services, en ajouter d'autres et pareil, bah, du coup, dire, bah, c'est du développement, de la production, c'est le même projet.
Est-ce que c'est pas un autre projet, et cetera. Pour héberger du coup ces trucs-là, j'ai utilisé un nugget privé, du coup ça s'appelle Baguette, c'est un truc, open source pour, du coup déployer des repos privés, enfin des SDK privés. Mais c'est un peu comme NPM, mais, pour du .NET du coup. Pareil, du coup, j'ai un TeamCity qui tourne, qui permet de faire les déploiements. Donc, du coup, on a pas mal de choses et c'est là où justement il va déployer les nuggets, il va déployer du coup les API et tout ça, enfin tout tourne automatiquement. J'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je vais repasser sur les slides, du coup. Pour conclure, dans l'idée, j'essaye toujours de réfléchir avant de coder. Moi, c'est un peu normal en fait, je pense que n'importe qui le fait. J'essaye toujours de construire des choses qui sont réutilisables et qui ont vraiment de la valeur ajoutée et je pense que, bah, ce projet-là, bah, c'était plus un challenge, qu'autre chose. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, côté microservices, de comprendre les logiques, d'avoir des nouvelles visions sur les tokens, les chiffrements des tokens et autres. En vrai, c'était un vrai challenge et côté, bah, sécurité aussi et puis même architecture, de serveurs, infrastructure, enfin ouais, c'était un peu du DevOps aussi, donc c'était plutôt cool. Pour mon taf, je compte le garder, privé pour le coup, parce que ça va me permettre de développer d'autres projets et même, bah, de simplifier de simplifier mes développements, mais sans forcément déployer un truc en open source. Sinon autrement, je vais, enfin, s'il y a des entreprises qui sont intéressées aussi pour se mettre vraiment dans du microservice et et d'apprendre vraiment à l'utiliser sans forcément avoir, un passif là-dessus, bah, ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, j'ai pas de vision, à proprement parler là-dessus. Des exemples de ce que tu as priorisé, quelles réflexions, pour décider de les faire ou non? Hem, j'ai pas bien compris ta question au global. Des exemples ce que tu as priorisé, bah, en fait, j'ai des projets qui sont en cours, mais, pour l'instant que dans ma tête. J'ai pas encore décidé s'il y avait un go ou no go. Donc j'ai pas vraiment, pour l'instant, visualisé le truc, mais, admettons, j'ai prévu de faire des SAS, des SaaS, pardon. J'en ai déjà fait un, j'en avais parlé d'un, justement avant, c'était, ce site-là que j'avais réalisé, avant, qui permet du coup de gérer, des caisses enregistreuses, mais, sur, un jeu, un serveur privé, roleplay et autres. Donc, ce site-là, bah, en soi, ça peut être pas mal de faire une V2, bah, pour développer un peu le logiciel et tout ça. Donc ça peut être cool d'utiliser du microservice parce que j'ai eu pas mal de demandes et même pour mutualiser le truc, c'est un peu compliqué. Et du coup, quelle réflexion? Bah, c'est un peu ce que je revenais, ouais, si je reprends les slides, d'avant, au tout début. Alors si j'y arrive, ça va être, du coup, processus de création de projet justement. À chaque fois, bah, dans ma tête, en vrai, ça prend à peu près 1 heure ou quoi, mais grand maximum, c'est de réfléchir un peu sur le besoin. Est-ce que je sens qu'il y a vraiment un truc, pas mal à faire là-dessus? Bah, voilà. Ouais, un petit projet. Bah, en vrai, c'est un petit projet quand même à la vision du pro parce qu'il est quand même tout petit, genre c'est juste un CS Gateway Core avec un BS et voilà quoi. J'avais une question, Mehdi, je sais pas si tu l'as vu de Nielsen dans l'onglet questions. Il te demande, tu as des conseils pour appliquer des principes de microservices au projet Data IA? Je pense que ouais, j'ai pas trop d'idées là-dessus. En vrai, je préfère pas dire de conneries, sur ces trucs-là. Je pense, faut peut-être que je me penche là-dessus et que je fasse un nouveau meet-up là-dessus si besoin. Carrément. Et tu avais Barbara aussi qui avait une question dans l'onglet chat. Il y a des projets que tu as drop parce qu'ils ne rentraient pas dans les critères que tu présentes dans les slides. Oui, j'en ai déjà drop pas mal parce que c'est soit trop complexe, soit pas au goût du jour, soit, bah, parce que en fait, j'en ai souvent des projets comme ça, qui me tombent dessus. Juste, soit du coup, enfin, c'est un peu comme quand on me parle, genre d'un truc qui m'intéresse pas, ça vient d'une oreille et ça ressort de l'autre. Donc, il y a une idée qui vient dans mon cerveau, puis je me dis: «Est-ce que ça vaut le coup?» Je me dis: «Bah non, au final,
enfin, c'est trop compliqué, soit, enfin voilà et du coup, bah, ça part et je l'oublie au final. Ou sinon, des fois, je me note, des petits projets qui peuvent vraiment être intéressants, mais qui sont pas vraiment dans mes priorités parce que, genre, c'est trop compliqué ou trop long et que j'ai pas le time, en fait.